Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Mosaïque, la chaîne qui scrute le sens de l'actualité. Bienvenue aux particuliers, aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment. On vient de franchir les 200 000 vues réparties dans plus de 50 pays après seulement 2 mois d'existence. Donc merci beaucoup pour votre soutien, votre fidélité, en particulier pour nous laisser aussi des commentaires. On va poursuivre aujourd'hui avec un point sur la situation sur le terrain. Près de 3 mois maintenant après le début de la riposte israélienne, on évoquera également l'autre champ de bataille très important, tout aussi important peut-être, cette guerre idéologique qui vise parallèlement à délégitimer l'action d'Israël. Et pour parler de l'ensemble de cette question, on est en ligne avec William Naon. Bonjour. Bonjour. Alors, William Naon, vous êtes enseignant en Torah, vous êtes aussi un observateur privilégié de ce qui se déroule, notamment par médias interposés, puisque vous effectuez une veille quotidienne sur ce qui se dit, notamment sur les grandes chaînes de télévision arabes. Avant d'en venir à l'analyse de ces discours, sur la manière dont sont décrits précisément ce qui se passe dans ces médias, un mot peut-être du terrain, bien sûr. On a parfois du mal à se faire une idée de la situation. On nous dit que la riposte donne des résultats. Chaque jour, on nous annonce des cibles qui ont été atteintes, des progrès qui ont été faits dans cette opération, mais dans le même temps, on nous dit aussi que la guerre pourrait encore être longue, pourrait durer de longs mois. Alors, est-ce qu'on peut dire de façon générale où on en est après ces 3 mois de guerre, après le 7 octobre, William Naon? Alors, c'est difficile de dire exactement où on en est, mais il faut avoir les paramètres. Et ça, c'est fondamental. Il faut comprendre que Israël est attaqué sur 6 fronts, à Gaza, en Cisjordanie, on se bat, au Liban, avec les Houthis, donc au Yémen, en Syrie, et il y a eu des opérations également en Irak. Donc, le point qui est passé un petit peu sous le radar, c'est que ce qui a été découvert dans la foulée du 7 octobre, c'est qu'il y avait un plan iranien d'attaque simultanée de ces 6 fronts contre Israël. Et ce plan iranien a été en partie éventé par le Hamas. C'est-à-dire que le Hamas a lancé une opération sans l'accord de son patron iranien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien, et on l'a vu dès les premiers jours, que l'Iran et le Hezbollah ont lâché le Hamas. Alors, quel était ce plan? Et ce plan a de quoi inquiéter. C'est des révélations qui sont assez frappantes. Il s'agissait de couper Israël en 3. Au nord de Haïfa, Tibériat, avec des combattants du Hezbollah qui seraient rentrés, qui auraient envahi le territoire jusqu'à Haïfa. Au centre, Cisjordanie, et puis au sud, le Hamas qui serait monté jusqu'à Beersheva, de Gaza à Beersheva. Et l'objectif était de prendre toutes les routes, les carrefours routiers, de façon à rendre impossible l'accès des soldats et des aviateurs aux bases tant du nord que du sud. Cette situation-là aurait été totalement catastrophique si elle s'était passée comme le voulaient les Iraniens. Mais le Hamas a lancé son opération en solo. Et donc, cette opération a pu être plus facilement déjouée, mais on se bat sur ce front aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre, il faut déjà avoir une première vue, c'est que Gaza, c'est 2 millions d'habitants, sur une bande de terrain de 40 km de long, avec une largeur qui va de 6 à 12 km. C'est un terrain plat, sans montagne. Donc, d'un certain point de vue, une opération à Gaza est moins compliquée que dans des terrains montagneux, c'est clair. Mais il y a 2 Gaza. Il y a Gaza le haut et Gaza le bas. Alors qu'est-ce que c'est Gaza le haut? Le Gaza le haut, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est l'essentiel des opérations militaires d'Israël qui, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que l'armée israélienne contrôle aujourd'hui le nord et le centre de Gaza. Mais le sud, il y a encore des combats très violents et on se bat encore dans le sud. Ça, c'est au bout de disons un peu moins de 2 mois et demi, 3 mois, de 3 mois effectivement, on se bat dans ces territoires. Mais ce qui nous attend et qui est pas du tout terminé, c'est Gaza le bas. Alors c'est quoi Gaza le bas? Gaza le bas, c'est le souterrain. Il y a plus de 500 km de tunnels. Certains parlent de 1000 km de tunnels
qui sont réservés aux combattants du Hamas. Ces tunnels, ils sont à 10 mètres de profondeur, 20 mètres de profondeur, 50 mètres de profondeur, souvent reliés entre eux par des ascenseurs pour les plus vastes. Israël en a trouvé, pu identifier plus de 1000 entrées de tunnels qu'on a fait sauter. Mais il en reste encore beaucoup. Combien on en a fait sauter les 500 km de tunnels? Je ne sais pas vous dire. Mais c'est clair qu'on n'a pas fait sauter 500 km de tunnels. Donc, dans ces tunnels, en particulier pour les plus vastes, il y a des quartiers généraux, des armureries, des centres médicaux, des grandes salles, des salles de prière, des ateliers de fabrication d'armes, des stocks de provisions. Ce qui fait que si on prend les effectifs militaires au 7 octobre du Hamas et du djihad islamique, qui étaient vraisemblablement autour de 20 000 pour le Hamas, 7 000 pour le djihad, c'était à 27 000. Dans les jours qui ont suivi, ils ont dû augmenter leurs effectifs, au total 40 000. À aujourd'hui, combien Israël a pu éliminer de combattants? Israël dit avoir éliminé 8 000 combattants et on a dû faire au moins 5 à 6 000 prisonniers. Donc on a environ un tiers de ces combattants qui sont éliminés. Où sont les autres? Dans le Gaza souterrain. Dans le Gaza souterrain. Donc en fait, ce qui se passe, c'est ce qui relie, et c'est ça le point critique de cette guerre qui est unique. C'est une guerre unique dans les annales de l'histoire militaire, ce qui se passe ici. Il n'y a rien de comparable avec, par exemple, ce qui s'est passé en Afghanistan, à Mossoul ou ailleurs. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a deux villes, la ville du bas et la ville du haut. Comment sont reliés les deux? Eh bien, sous des maisons d'habitation, sous des mosquées, sous des hôpitaux, il y a les tunnels. Et donc les combattants utilisent les maisons pour se battre, et quand la maison est détruite, donc Israël détruit la maison, quand il y a une mosquée, on la détruit, mais eux, ils continuent, ils vont dans le souterrain. Et ils ont des moyens de rester dans le souterrain pendant des mois. Donc c'est une guerre qui forcément va être longue. Je voudrais revenir sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, ce plan global, donc effectivement qu'on ignore parfois, qu'il y avait eu ce plan iranien, donc l'attaque sur 6 fronts, qui aurait été évidemment tout à fait d'une autre ampleur et peut-être catastrophique pour Israël. Si le Hamas a décidé de partir seul à l'attaque, c'est aussi parce qu'il avait, lui, ce plan d'attirer les Israéliens dans ce qu'il pensait être une forteresse imprenable et qui allait être aussi, qui allait faire aussi beaucoup de dégâts et peut-être même rendre impossible cette action. Est-ce que vous pensez que les objectifs peuvent être atteints aujourd'hui dans la situation où nous sommes? Les objectifs d'Israël? Oui. Les objectifs d'Israël peuvent être atteints sous réserve que on ait les moyens de les atteindre. Ça veut dire quoi les moyens? Bien, concrètement, l'essentiel de notre support militaire vient des États-Unis, c'est-à-dire l'idée de base de la stratégie militaire américaine, de la stratégie militaire israélienne depuis plus de 30 ans, c'est la dépendance vis-à-vis de l'armement américain. Bien que Israël fabrique de nombreuses armes très sophistiquées, la production est sous-traitée aux États-Unis, pour plein de raisons. Donc la production est sous-traitée aux États-Unis, alors que la conception et la réalisation se fait en Israël, la production est aux États-Unis. Donc dans la mesure où les Américains continuent à fournir des armes, des munitions à Israël, la guerre peut continuer. Mais dès lors qu'ils arrêteront, la guerre s'arrêtera. Qu'en est-il de la situation des otages? Parce que c'est une donnée aussi qui s'ajoute à la complexité de la tâche. Est-ce qu'on peut évaluer des chances de les sauver, ceux qui restent encore, ces otages? Si on a le temps disponible, c'est-à-dire si on a l'année qu'il nous faut prochaine pour pouvoir s'attaquer vraiment sérieusement au Gaza du bas, à ce moment-là, on peut résoudre le problème. Si on n'a pas cette année, ça se finira en solution très, très bancale, parce qu'Israël aura à ses portes une entité qui voudra la détruire et qui se reconstituera, sauf s'il y a une autre solution qui est trouvée, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une solution politique qui va résoudre le problème. Alors, pour ces tunnels-là, on avait parlé à un certain moment d'inondation, de les inonder complètement pour les faire sortir ou pour éliminer les personnes qui sont dedans.
Où est-ce qu'on en est de cette piste-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour essayer de justement prendre le contrôle de ce Gaza souterrain? Ben, c'est vraiment l'enjeu le plus important. Alors, c'est vrai que la solution de noyer les tunnels, c'est une solution qui a été trouvée au départ par les Égyptiens dans les années 2012-2013 et qui a marché très bien. Elle a vraisemblablement des conséquences, elle peut avoir des conséquences écologiques significatives. Et, déjà, les organismes de l'ONU, bien entendu, tous les Arabes qui veulent pas de cette solution parlent d'écocide. C'est-à-dire, on commence à avoir un narratif qui se construit sur le fait que ça sera un crime contre l'humanité de noyer ces tunnels. Mais c'est clair que ça serait la solution la moins coûteuse et elle suppose, et c'est ça qui reste le problème, de trouver les entrées des tunnels. Parce que tant qu'on n'a pas la solution à trouver les entrées des tunnels, eh bien on ne résout pas le problème. C'est-à-dire, on peut faire sauter des tunnels. Et Israël en a fait sauter beaucoup, des centaines, voire des milliers. Mais est-ce qu'on a résolu le problème de tous ces combattants qui sont dans les souterrains? À chaque fois qu'il y a un combattant qui sort d'un tunnel, bien, il est repéré, on fait sauter le tunnel. Mais il y en a qui sont peut-être pas sortis par les tunnels. Et tous les tunnels ne sont pas reliés entre eux. On a vu plein de cas où les tunnels ne sont pas reliés entre eux. C'est des tunnels qui sont au niveau d'une localité, qui relient des maisons, des mosquées, etc. Et c'est tout. Et on se demande quand même aussi comment le Hamas peut continuer à être alimenté, parce que certes, ils peuvent survivre dans ces tunnels, et encore faut-il avoir l'approvisionnement, ne serait-ce qu'alimentaire, en tout cas en armes aussi. Est-ce que l'on a des Alors, précisions sur ce point? alors ça, c'est le grand scandale de l'aide alimentaire de l'ONU. En fait, l'aide alimentaire de l'ONU, elle arrive à qui? Au Hamas. Ce que fait le Hamas, c'est qu'ils prennent cette aide, ils, premièrement, en disposent pour alimenter leurs tunnels. C'est là la première source. Et ensuite, ils revendent des produits qui sont interdits à la revente à prix d'or aux Gazaouis, créant ainsi une situation de crise alimentaire catastrophique qu'ils imputent à Israël. Et au niveau de l'armement, il y a encore de l'armement qui peut arriver, ou ce sont des stocks dont ils disposent considérables? Il y a des stocks considérables, mais il y a de l'armement qui doit passer par des tunnels dont, tant qu'on n'a pas trouvé de tous les tunnels, vraisemblablement, il y a encore de l'armement qui passe. Plus la réalité du terrain se révèle, William Naon, plus s'accroissent quand même les interrogations sur le point de savoir comment les Israéliens ont pu laisser se développer sans réagir une telle structure, une telle force hostile à Gaza. C'était pas uniquement de laisser un peu d'argent circuler dans Gaza, c'était aussi permettre la constitution d'une forteresse quasi imprenable à quelques kilomètres, enfin juste derrière la frontière. Là aussi, il y a tout de même un effroi qui naît du fait de n'avoir pas vu ça, ne pas avoir anticipé cette situation. Oui, c'est clair qu'il y a une cascade de défaillances, cascade, je ne parle pas d'une défaillance, c'est d'une cascade de défaillances qui restent à éclaircir et qui sont pas du tout loin d'avoir été éclaircies. Depuis la conception qu'on a de notre stratégie au niveau militaire, depuis les éléments techniques, depuis le renseignement, les défaillances sont sur plein de points. Et c'est plus de 30 ans ou 40 ans de conception de Gaza qui sont à remettre en cause. Vous voyez, il s'agit pas simplement de le point critique, on va dire, le point critique, c'était en fait 2005. Quand on est parti de Gaza, dans ce retrait de Gaza unilatéral, où on a donné les clés à l'autorité palestinienne et que l'année d'après, il y a eu des attaques du Hamas contre Israël. Le principe qu'avait dit Israël, c'est que dès qu'il y a une attaque, Israël riposterait. Et Israël n'a pas riposté. Pourquoi on n'a pas riposté? La pression internationale, d'autres éléments qui ont fait qu'on n'a pas riposté. Et donc c'est construit devant nous, sous nos yeux, et
c'était connu qu'il y avait des tunnels. C'est pas qu'on a découvert des tunnels. C'était connu à l'époque, on parlait de 100 kilomètres de tunnels. Il y a, dans le livre de Benjamin Netanyahu, il parle de 100 kilomètres de tunnels. Donc c'était connu. Mais c'est une situation qui s'est construite à un point qu'on n'a pas imaginé. Pourquoi? J'ai pas de réponse à cette question. C'est On en quelque aura chose quand il y aura une de commission d'enquête. logiciel peut-être qu'il faut réviser peut-être quelque chose de fondamental de la Mais perception. si vous voulez, c'est les conceptions même de la pensée militaire, c'est les conceptions de la relation à Gaza. Il y a là toute une conception qui est fausse. Et la conception même du rapport à l'ennemi, ça comprendre l'ennemi. Ça, on n'a toujours pas intégré, on en parlera, la dimension de l'islam dans ce conflit, qui est la dimension essentielle pour comprendre le Hamas, parce que le Hamas est une organisation des frères musulmans. Donc, tant qu'on ne comprend pas comment réagissent comment pensent les frères musulmans, on ne peut rien comprendre à ce conflit. Effectivement, on a eu plusieurs vidéos sur ce point, notamment d'Ephraim Herrera, qui nous expliquait que, effectivement, dans cette pensée des frères musulmans, c'était central le fait de vouloir détruire Israël et que finalement le reste comptait peu, même l'enrichissement, même les biens matériels qu'on pouvait éventuellement donner, même le développement de Gaza ne pouvait pas être une satisfaction pour cette pensée-là, pour cette pensée idéologique. C'est un peu ça le problème fondamental. Ce qui est curieux, c'est que les Israéliens, j'allais dire, connaissent, il y a des grands spécialistes de l'islam, pouvaient connaître cette situation. Il y a aussi une sorte d'aveuglement de la société entière, de civils là-dessus. Cet aveuglement, c'est un aveuglement de type occidental. C'est-à-dire, c'est l'aveuglement d'une société qui considère que le thème, le fait religieux a disparu, nous vivons dans une société laïque, et donc que les valeurs universelles sont les valeurs de la laïcité. Or, c'est une vision qui est limitée à 20% du globe. 80% de la planète pense autrement. Et s'imaginer que le modèle de l'acquisition d'une maison, d'une voiture, l'éducation des enfants, c'est un modèle universel, c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est ça qui fait que on pense que la solution est économique, politique, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Or, ils ne partagent pas ces valeurs. Alors, on va revenir, William Daon, à partir de ce que vous avez dit sur le terrain maintenant, à ce qui se passe sur le plan de la propagande, parce que c'est tout à fait fondamental, vu que vous nous parlez d'un an, disons, peut-être, en tout cas plusieurs mois encore de guerre. Il y a la question du soutien américain qui est toujours posée, effectivement, de sa prolongation. Et plus le temps passe, plus évidemment, la guerre de propagande, on va dire, est de plus en plus forte et peut-être a de plus en plus d'armes, parce que par définition, plus le temps passe, plus Israël est mis en cause dans les différentes instances nationales et internationales. Vous êtes donc un observateur quotidien de ce qui se dit dans les médias étrangers, ce qui est repris aussi beaucoup finalement dans les médias occidentaux, aussi sans trop de précautions parfois. Peut-être au départ, quel est le narratif standard, disons, qu'on peut entendre dans les médias arabes ou dans les médias pro-Hamas concernant cette guerre? Bien, ce qu'on entend, c'est pas spécifique à cette guerre, mais c'est des thèmes qui ressortent et qu'on peut regrouper de manière simple en disant le premier thème qu'on entend, c'est le thème du iranien. C'est que le peuple juif est une invention. La notion de peuple juif est une invention. Les juifs forment une religion et donc n'ont aucun lien avec cette terre. Et ils viennent d'Europe, alors qu'ils retournent en Europe. Ça, c'est un premier thème qui est propre, qu'on entend dans le narratif iranien. Le deuxième thème qu'on entend, et en particulier, on l'a vu dans le sondage IFOP en France sur la population, sur les musulmans français, c'est que l'attaque du 7 octobre est un acte de résistance à la colonisation de la Palestine. Donc les Israéliens sont des occupants et les Palestiniens sont des résistants.
le troisième Sur ce thème point, qu'on attendez, entend, William Léon, sur ce point, quand même, c'est un point qu'on entend très souvent dans les discours en Occident, en France notamment. À chaque fois, il dit, certes, il y a eu le 7 octobre, mais en même temps, on ne peut pas négliger le contexte des Palestiniens qui, malgré tout, sont en résistance globale depuis la création de l'État d'Israël, depuis les différentes guerres, et donc ça doit s'inscrire aussi dans cet acte de résistance. C'est très difficile de répondre à cette objection parce que finalement il y a une réalité malgré tout qui est celle que Israël est venu installer un État là où il y avait une population musulmane palestinienne. Comment on peut répondre à cela? ben, c'est tout ce narratif qu'il faut entendre et auquel il faut répondre. Et la façon principale d'y répondre, c'est déjà de se rendre compte qu'il y a eu une présence juive sur cette terre depuis 37 siècles, presque continue. Alors des fois majoritaire sur 35 siècles, c'est-à-dire pendant plus de 17 siècles, les Juifs ont été majoritaires. Ensuite, pendant 15 siècles, les Juifs ont été minoritaires, mais ils étaient là sauf quand ils étaient expulsés. Et puis, dans les 2 derniers siècles, il y a eu une montée en charge au point que le peuple juif, aujourd'hui, la majorité du peuple juif est en Israël. C'est un phénomène massif auquel les peuples ne prennent pas en compte. Ils se rendent pas compte qu'il y a eu la population juive dans le monde s'est déplacée, translatée en Israël. À aujourd'hui, la majorité du peuple juif est aujourd'hui en Israël. Alors là, il y a des démographes qui contestent ce point, mais dans 10 ans, ça sera le cas pour eux. Donc, de toute manière, le trend, la tendance globale est déjà là. Alors, on peut parler peut-être des autres points, puisque vous étiez en train d'évoquer les principaux thèmes, William Naon. Alors, l'autre point auquel on entend, et ça c'est un thème qu'on entend, qui est repris par les Européens, c'est que la riposte de Tsahal est totalement disproportionnée. On commet un génocide, plus de 20 000 morts, on déplace les populations, ce qui est un crime contre l'humanité, on vise délibérément les écoles, les hôpitaux, les immeubles, etc. Et vous voyez bien que compte tenu de ce que j'ai décrit avec le Gaza haut et le Gaza bas, on voit bien qu'il y a dans ce conflit un élément unique qui fait que d'un certain point de vue, l'effet, c'est qu'on tire sur des mosquées, on tire sur des immeubles et on tire sur des hôpitaux. Mais la réalité, c'est que ces sites qui normalement sont protégés ne le sont plus, du fait que c'est des cibles qui deviennent légitimes puisque ils sont utilisés par des combattants. Sans compter qu'il y a effectivement des boucliers humains, enfin en tout cas indépendamment des bâtiments, il y a aussi des personnes qui servent de boucliers humains qui expliquent aussi en partie les pertes civiles importantes. Bon. Alors, l'autre point qui me semble aussi important et qu'on entend en Europe, et qui est repris en particulier par les Arabes dans les versions en anglais mais pas en arabe, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Que la seule solution, et qui n'a jamais été essayée, est uniquement politique. Donc c'est 2 États pour 2 peuples vivant côte à côte et en sécurité. Ça, c'est un thème qu'on entend. Il faudra, à mon avis, expliquer pourquoi cette vision est une vision fausse. C'est la fausse bonne idée. Pour quelle raison? Vous pouvez nous dire en quelques mots quand même? Bien, il suffit de voir le plan iranien. C'est-à-dire le fait que depuis 75 ans, depuis la création de l'État d'Israël, qui s'est fait avec la partition de la Palestine sur la résolution 181 entre un État juif et un État arabe de Palestine, ceux qui ont refusé cette partition, ce sont les Arabes à l'époque et également les représentants palestiniens qui n'ont pas voulu créer un État arabe de Palestine, parce qu'accepter un État arabe de Palestine, c'était reconnaître un État juif de Palestine.
Et ça, c'était inacceptable pour eux. Cette position-là n'a pas varié, n'a pas bougé. C'est-à-dire même quand l'OLP, qui est présenté comme le modéré, parle d'une reconnaissance d'Israël, il ne parle pas d'une reconnaissance d'Israël comme un État juif. Il parle d'un Israël à la condition que les réfugiés palestiniens retournent dans cet État, là où ils étaient, enfin leurs descendants, puisque la plupart sont morts, mais c'est leurs descendants retournent là où ils étaient. C'est ce que prétend Abou Mazen, qu'il est qui vient de Sfat, de Safed, et qui doit retourner à Safed. Donc leur objectif, c'est un État d'Israël arabe, pas un État d'Israël juif. Jamais ils ne reconnaissent le principe d'un État d'Israël juif. Donc, il n'y a pas de solution acceptée par les Arabes d'un État juif vivant à côté d'un État arabe en termes de l'un reconnaissant l'autre. Le problème vient de cette conception-là, et effectivement, elle est ancrée dans l'islam, de rejet d'un État juif en Palestine. Et alors, il n'y a pas de solution ni militaire ni politique. Quelle serait la solution pour Israël, du point de vue d'Israël? Qu'est-ce que cela implique, ce constat? Ce constat-là, c'est qu'on a un ennemi qui refuse notre présence depuis 75 ans. Est-ce que dans l'avenir, on peut espérer un changement d'attitude? On peut l'espérer, mais la probabilité, c'est que tant que la conception, qui est la conception d'un islam qui a le mépris et la haine du juif, et la conception dominante, il n'y a pas de solution à ce problème. Alors on peut peut-être pour terminer juste évoquer les autres points peut-être de cette propagande palestinienne. Eh bien, le point central, c'est le nom de code de l'opération lancée par le Hamas. Son nom de code, c'est le déluge d'El-Aqsa. Donc c'est un thème récurrent depuis plus de 100 ans que les Juifs veulent construire sur l'esplanade des mosquées leur temple, et que l'esplanade des mosquées est menacée par l'assaut permanent d'extrémistes provocateurs de droite, messianistes, qui mettent en danger la paix mondiale. Alors, ce thème-là, il faut l'expliquer, expliquer quel est son fondement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette insistance? C'est le déluge d'El-Aqsa. C'est ça leur opération de code, leur nom de code. Donc le déluge d'El-Aqsa a un sens très précis qui est ancré dans l'islam, et tant qu'on ne le comprend pas, on ne peut pas décrypter leur narratif. On ne peut pas décrypter ce qu'ils veulent. Et quelle est l'opposition à Israël? Et le malheur dans cette affaire-là, c'est que ce narratif a été entièrement acheté par l'Europe. Il est entièrement accepté, intégré par les Européens. Ce qui est une situation absurde de dire qu'il n'y a jamais eu de présence juive sur le mont du Temple, alors que, comme le disait Barak, Ehud Barak, dans les non-accords de Camp David de Clinton, même les évangiles en parlent. Donc il y a là un point qu'il faut expliquer, comprendre, et voir que c'est un point central dans la pensée des Arabes, dans la pensée de l'islam, qui fait qu'il ne peut pas y avoir de solution à ce problème, vu de leur point de vue, tant que les Juifs ont un État. Cela dit, finalement, sur ce plan du mont du Temple, on ne peut pas nier non plus qu'il y ait éventuellement un désir ou une volonté ou un désir peut-être justifié de reconstruire ce temple. William Ney, on ne peut pas dire que ce soit totalement exclu de la pensée d'Israël. Non, 3 fois par jour, on le répète dans notre prière, on le répète également à bien des occasions, mais entre notre prière et l'objectif de réalisation, eh bien, il y a un écart. Cet écart, c'est
premièrement, que le peuple le veuille. Aujourd'hui, le peuple d'Israël ne le veut pas dans sa majorité. Donc, il n'y a aucune raison d'en parler. Deuxièmement, comme on le voit dans l'histoire biblique, David l'a fait avec l'accord de l'autre partie. Donc, on peut imaginer un temps où effectivement les musulmans changeront d'optique par rapport à Israël, et ça se fera avec leur accord. Qu'est-ce qui va avoir changé, pour terminer, dernière question, William Naon, qu'est-ce qui va avoir changé selon vous quand même, même si cette guerre ne se termine pas forcément, ne va pas jusqu'au bout, comme on peut le penser avec tout ce que vous nous avez dit, quelque chose aura changé sans doute pour Israël, pour sa position, sa capacité à dire les choses sans forcément dépendre de l'extérieur autant qu'elle dépendait jusqu'à présent. Je parle à la fois au niveau peut-être de l'autonomie de la force militaire et aussi au niveau de l'autonomie mentale. Je pense qu'il y a une réflexion à mener. Le problème est de savoir si les acteurs actuels sont capables de mener cette réflexion. Donc ça voudrait dire d'autres acteurs qui vont peut-être émerger. Peut-être, mais quand je parle des acteurs, c'est tant au niveau du renseignement militaire, etc. Tant qu'il n'y a pas des thèmes qui sont, certains de ces thèmes qu'on a évoqués qui sont pas intégrés, eh bien, on restera dans une solution qui nous expose à des dangers, Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe finalement, c'est ce qui doit se passer? Est-ce qu'il faudrait faire autre chose que cette guerre? Il y a certains qui disent que ces sacrifices de soldats israéliens, notamment, quotidiens, sont parfois peut-être inutiles. Est-ce qu'Israël n'a pas d'autre choix? Israël n'a pas vraiment d'autre choix puisque le Hamas, les chefs du Hamas n'arrêtent pas de répéter que c'est pas un seul 7 octobre qu'il faut faire, mais il faudra répéter le 7 octobre. C'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est massacrer Israël, massacrer les Juifs. D'ailleurs, dans leur narratif, quand ils se présentent en arabe, quand on les écoute en arabe, ils parlent ils utilisent pas le terme Israël, ils utilisent souvent le terme El Yehoud, le juif. C'est le juif. C'est-à-dire, c'est par référence à l'islam. C'est ce mépris du juif et en particulier le fait que le juif ne respecte pas le contrat de la dîma, on en parlera. Le contrat de la dîma, c'est du statut d'infériorité juridique du juif ou du chrétien en terre d'islam. Et ce non-respect de la dîma l'expose à la mort. Et c'est la conception de base. Merci beaucoup, William Naon. On pourra reprendre donc prochainement ces thèmes plus précisément, car c'est toujours intéressant, effectivement, de bien comprendre à qui on a affaire, quels sont les discours qui sont tenus et aussi pourquoi finalement ils sont repris assez facilement par les Occidentaux. Sur ce plan-là, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi les Occidentaux, même les progressistes, sont si enclins à adopter ce discours. Vous avez une idée sur cette question? Il y a là je pense, le point de base. Alors, ça dépend des Occidentaux, il y a lieu de discuter, mais il y a l'idée d'un Israël qui a été créé en 1948 répondait à l'idée d'un État refuge. Et l'Israël d'aujourd'hui, c'est pas un État refuge, c'est plus un État refuge. C'est un État qui devient une puissance. Et donc, dans le jeu des puissances, en particulier c'est une puissance régionale, dans le jeu des puissances, eh bien, on est opposé à certains intérêts d'autres puissances. Ce qui fait que Israël fait l'objet d'attaques en permanence, avec une obsession d'attaque, puisque c'est plus de 20 résolutions qui, dans les années, je ne sais plus en quelle année, 2020 ou 2022, ont été, sur une seule année, menées contre Israël à l'ONU, alors que l'Iran, les autres États, des dictatures, en faisaient même pas l'objet d'une.
Donc on a une situation qui est obsessive vis-à-vis d'Israël, obsessive. Voilà, c'est peut-être aussi le signe que finalement Israël compte à contrario pour l'ensemble de l'humanité, même si c'est pas forcément dans le bon sens. Exactement. Merci beaucoup, William Naum, de nous avoir fait ce Merci à vous. tour d'horizon du conflit à la fois militaire et sur les idées qui sont aussi tout aussi importantes dans cette guerre. Merci à Daniel Kakoun pour la réalisation. Merci à vous tous pour votre attention. Et on se donne rendez-vous donc sur Mosaïque pour d'autres entretiens sur ces différentes dimensions de la période qui s'est ouverte avec le 7 octobre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.